Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre venue. Donc vraiment un grand merci de vous être déplacés. Je sais qu'on a pas mal de monde en visio. Il y a un peu plus d'une dizaine de personnes qui sont en visio. Malheureusement, vous nous regarderez manger parce qu'a priori déjà, ça n'a pas l'air mauvais le début. Donc vraiment, on est très bien accueillis ici. C'est une très bonne adresse. Donc voilà, je suis ravi de vous accueillir. C'est la 3e édition de cette Semaine nationale du chien. Et donc ça fait plusieurs fois que pour certains, nous nous retrouvons. Et c'est un vrai plaisir. Cette Semaine du chien, cette Semaine nationale du chien, dont le but est évidemment de parler du chien et de tout ce qu'il nous apporte, de parler des... s'il y a à peu près 8 millions de chiens en France, des 7 980 000 ou plus qui sont heureux d'être avec leur maître et dont la relation se passe très très bien. Donc ce n'est surtout pas occulter les problématiques que l'on peut avoir d'abandon, de maltraitance qui sont épouvantables et pour lesquelles nous tentons de lutter, mais je sais qu'il y a aussi des gens d'associations qui luttent et nous sommes tous ensemble et il ne faut surtout pas qu'on s'oppose dans cette lutte. En tout cas, là, le but est de parler du chien en bien et le thème de cette année, si l'année dernière c'était le chien et le sport, puisqu'évidemment il y avait les Jeux Olympiques, cette fois-ci nous avons voulu un thème qui est important parce que je pense que justement la lutte contre l'abandon, la lutte contre les maltraitances passe aussi par l'éducation des jeunes parce que ce seront eux les futurs propriétaires de chiens et il faut leur inculquer dès le plus jeune âge qu'un chien c'est un être sensible, c'est un être vivant, c'est un membre de la famille et donc on y fait attention au même titre que son frère, sa sœur ou son copain d'école. Le chien et l'enfant, c'est un lien unique. Bon, c'était mon nom évidemment, mais vous avez compris, on se connaît. La centrale canine, c'est la maison du chien en France, la maison du chien de race, mais nous ne sommes absolument pas contre les chiens qui ne sont pas de race. Nous aimons tous les chiens et c'est pour ça que nous avons créé cette semaine du chien qui parle de tous les chiens. Évidemment, nos clubs de race vont parler plus spécifiquement de leur race à eux parce que c'est leur cœur, mais nous aimons tous les chiens. Et la centrale canine, c'est une vieille maison puisqu'elle a été fondée en 1881 et elle est reconnue d'utilité publique depuis plus de 100 ans. Ses missions, bien entendu, c'est de gérer le livre généalogique canin, c'est ce qu'on appelle le LOF, le livre des origines français, l'amélioration, la promotion des races en France et évidemment la défense de l'élevage canin et la défense des races, en particulier évidemment des races patrimoniales françaises, puisque je vous rappelle que dans le monde, c'est la France qui a le plus de races patrimoniale, c'est-à-dire de race française, la plus connue, l'épagnol breton, le bulldog français, mais il y a plein de races confidentielles, le berger de Savoie, le chien corse, le cursine, l'épagnol de Saint-Usuge, des races parfois avec un très faible effectif, donc notre rôle aussi, c'est de se défendre cette biodiversité. Aujourd'hui, nous aurons plusieurs intervenants, nous aurons tout à l'heure Fleur-Marie Desfougères, qui est la directrice de la centrale, nous aurons Dr Christophe Blanchard, qui est sociologue à l'université Sorbonne Paris-Nord. Nous aurons 2 intervenantes, donc ça me fait très plaisir de vous avoir parmi nous. Madame Fanny Galliane, qui est la présidente de la Fondation Frédéric Galliane, et Madame Bérénice Leroy-Berrouata et son chien de guide Opium, qui est juste là en train de dormir, de la Fondation Frédéric Galliane aussi. Et puis nous aurons un nouveau partenaire qui est Madame Aurore Marchand, qui est la présidente de Label Toutou Tourisme, qu'elle nous présentera juste après. Au programme, on va vous parler du baromètre CSA Centrale Canine, avec le chien un rôle clé au cœur des familles. Vous allez voir qu'on a des chiffres super intéressants. Notre sociologue va nous décortiquer en fait la coéducation positive. Et puis après, on vous parlera évidemment plus particulièrement des chiffres de la Semaine nationale du chien. Et je suis super content parce qu'on dépasse déjà les 200 événements et on approchera peut-être les 250 événements. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur et ça me fait super plaisir. La date, 27 septembre au 5 octobre, partout en France, le chien et l'enfant, c'est ce que l'on va mettre à l'honneur. Fleur-Marie, si tu veux bien nous présenter les résultats de l'enquête CSA sur le chien et les Français. Avec plaisir. Merci.
Alors, l'idée c'était de vous présenter quelques chiffres de notre enquête CSA qu'on a fait fin 2024 sur un échantillon représentatif de la population française et notamment des chiffres en lien avec les enfants. Donc, on sait que 4 foyers français avec enfants sur 10 possèdent un chien, donc plus que la population générale. Donc, généralement, quand les gens ont des enfants, ils ont aussi des chiens, ou au moins un, et ils ont envie d'en avoir plus, puisque on sait que donc un tiers des foyers français qui ont des enfants projettent d'avoir un nouveau chien, que ce soit le premier ou un autre pour compléter leur famille. Ça c'est une tendance qu'on va voir du coup se continuer dans les prochaines années. Dans les familles, on retrouve donc pour 42% des Français un chien de race et dans les foyers avec enfants, ça augmente à 49%. Ça, c'est forcément quelque chose auquel on fait attention à la centrale canine. Et c'est des chiens de taille moyenne principalement en majorité, donc avec 52% de chiens qui sont du coup entre 10 et 30 kilos. Voilà, toutes les races de taille moyenne. Les critères de choix dans les foyers avec enfants, en fait, on retrouve le même top 3 que dans les foyers de manière générale, c'est-à-dire en premier, le caractère, en deuxième, le gabarit, donc on l'a vu plutôt taille moyenne, voire petite, et en troisième, l'apparence. Et ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, ces 3 critères sont aussi les critères qu'on va pouvoir retrouver chez des chiens qui sont des chiens de race, puisque, du coup, l'appartenance à une race permet d'avoir certaines indications sur le caractère du chien. Bien sûr, il va y avoir après des petites différences en fonction de l'individu, mais forcément, la race va donner déjà un petit indicateur, un gros indicateur. Vous avez le gabarit, ça c'est globalement assez garanti. Quand on prend un chien de telle ou telle race, on va avoir le gabarit qui correspond. Et l'apparence, pareil, ça va dans les critères qui sont prévus quand on prend un chien de race, et prévisibles. Comme je disais tout à l'heure, donc 83% des Français considèrent que un chien c'est un membre de la famille voilà, on en a c'est assez intéressant comme vision, puisque forcément ça veut dire quelque chose de la proximité qu'ont les personnes avec leurs chiens et ça pose aussi toutes les questions sur l'accessibilité des chiens dans toutes les activités qu'on peut faire en tant que famille, donc toutes les sorties, ça va être le voyage, le tourisme, etc. On en parlera tout à l'heure. Et donc forcément, comme ils le considèrent comme un membre de leur famille, c'est totalement pas pensable de se dire que le chien est exclu du coup de certaines activités. Donc voilà, ça met en avant cette question-là, qui est très largement partagée par tous les Français. Plus spécifiquement sur la relation du chien et de l'enfant, on voit, donc on a posé des questions par rapport à ce que le chien peut apporter à l'enfant. Évidemment, 9 Français sur 10 peuvent dire qu'un chien permet de sensibiliser les enfants au bien-être animal. Donc ça, c'est quand même dans la société d'aujourd'hui très très important d'avoir cette ouverture au bien-être animal. Et plus précisément, dans l'éducation de l'enfant, en fait, le chien représente un rôle de protecteur, un rôle de confident. Donc ça, ça peut être aussi à rapprocher peut-être de le fait qu'on va avoir des familles avec un enfant unique. S'il a un chien, il va avoir la possibilité du coup d'avoir un être avec qui discuter de ses problématiques, autre que ses parents. Ça permet de les aider dans leur développement, ça les rassure, ça les apaise. Et ça, c'est forcément ces qualités-là qu'on va retrouver dans les chiens d'assistance et dont on parlera aussi un petit peu tout à l'heure. Et c'est forcément une qualité qui est tout à fait reconnue par les Français. Ça peut aussi permettre de développer l'attention aux autres un peu plus largement, les capacités d'empathie par le fait d'apprendre à comprendre un autre être qui a en plus des façons de communiquer qui sont différentes des nôtres, et donc de vraiment développer
tout ça. Et responsabiliser, ça c'est aussi très important, puisque on sait que ça va avec la sensibilisation au bien-être animal. Forcément, pour qu'il soit bien, il va falloir faire un certain nombre de tâches. La première, c'est de le promener tous les jours un certain temps, mais pas que. Mais en tout cas, au moins ça, forcément, ça donne une routine et donc ça responsabilise les enfants, puisque ils vont devoir s'occuper voilà, d'une tâche et être sûr de la réaliser à temps, tous les jours. Voilà. Donc ça est vraiment tout ce côté très important de la présence du chien dans la famille. Et pour 74% des Français, le fait que un chien s'entende bien avec les enfants et qu'il y ait vraiment cette complicité, c'est quelque chose de positif et qui va inciter à prendre un chien. Donc nos familles tout à l'heure dont on parlait, qui ont pour 25% voilà, vraiment l'objectif de prendre un chien prochainement, eh bien, c'est aussi parce qu'ils savent que le chien voilà, s'entendra bien avec l'enfant et que ça l'aidera à se développer, comme on l'a dit. Un point sur lequel il est important pour nous d'insister, c'est que évidemment 93% des Français jugent que c'est indispensable d'éduquer son chien. Voilà, donc on est déjà sur une bonne base. Et 62% des foyers avec enfants considèrent que cette éducation doit se faire avec un expert en éducation canine. Donc ça peut être d'aller au club d'éducation pour pouvoir prendre les cours d'éducation de base et puis après voilà, pouvoir aller plus précisément en fonction des besoins du chien. Mais c'est aussi un des objectifs de la semaine du chien, de faire connaître les endroits dans lesquels on va pouvoir éduquer son chien, puisque on a beau savoir qu'on a besoin de l'éduquer et que c'est important d'avoir un professionnel ou quelqu'un qui s'y connaît avec soi, si on ne sait pas où le trouver, on va avoir un peu de mal pour la suite. Donc voilà, c'est aussi un des objectifs de la semaine du chien, de pouvoir présenter, faire connaître en fait toutes ces possibilités d'éducation aux familles qui en ressentent le besoin. Et enfin, pour les vacances, forcément, on l'a vu, on considère que c'est un membre de notre famille, donc on part en vacances avec. Voilà. Donc on a 83% des foyers avec enfants qui ont un chien qui partent en vacances avec ce chien. Et c'est un chiffre plus grand que sur ceux qui sont simplement possesseurs de chiens et qui n'ont pas d'enfants. Donc voilà, donc ça ajoute vraiment ce côté passer des vacances en famille, etc. Et donc forcément, on va avoir une demande de plus en plus importante auprès des hébergements de vacances, des campings, pour pouvoir accepter les chiens dans ces campings-là, et donc après aussi toutes les activités de tourisme, etc. En lien avec le fait qu'on a un chien dans notre famille. Voilà un petit peu pour les différents chiffres intéressants qu'on a pu sortir de notre baromètre. Et je vais appeler Christophe. Christophe, docteur Christophe Blanchard, qui est notre sociologue préféré, qui travaille à l'Université Sorbonne Paris-Nord, et une coéducation positive, et je crois que tu présenteras aussi l'événement que tu co-organises à Villetaneuse pour la Société Centrale Canine. Juste un petit mot sur les chiffres et ce qu'a dit Fleur-Marie. Hier, il y a eu un reportage sur le journal de TF1 que j'ai regardé, et c'était d'un petit staffy qui était à l'école. Et c'était des enfants qui avaient un peu des difficultés, mais alors sincèrement, les enfants qui sont parlés à la télé, j'ai pas vu où il a été la difficulté, parce que et les premiers mots qu'il a dit, qu'est-ce que ça te fait d'avoir le chien, parce qu'il avait le droit de promener le chien sur 500 mètres dans la rue, je crois, entre sa maison et l'école. Et bien c'était, ça me responsabilise, je suis fier de l'avoir et je fais très attention à ce que il ne puisse pas avoir mal ou qu'il ne puisse pas se faire mal, et donc je fais attention quand je le promène. Et c'est amusant parce que c'est exactement les chiffres que l'on retrouve là. Donc, comme quoi ça marche. Et là, c'était une enseignante qui est venue avec son propre chien. Donc, on sent bien que c'est encore compliqué parfois d'avoir des chiens dans ces structures. Bonjour à toutes et à tous. Merci Alexandre, merci Fleur-Marie. Alors, moi, je vais juste donner l'anglage un peu universitaire, académique, scientifique pour confirmer finalement, et c'est intéressant, les intuitions probablement sondagières des Français qui vont avoir ce ressenti, mais
finalement, les éléments de recherche, les éléments scientifiques qu'on retrouve dans la littérature actuellement et dans les initiatives qu'on peut mener, confirment totalement ce qui a été évoqué dans ce chiffrage. Donc ce n'est pas les sondages faits auprès des Français, ce n'est pas juste le café du commerce avec ouais, j'ai l'impression, etc. Finalement, les recherches démontrent qu'il y a bien des éléments qui convergent avec ces ressentis. Donc du coup, je vais juste vous faire un petit débrief rapidos pour tenir le timing de voilà, cette relation finalement entre l'enfant et le chien dans une coéducation qu'on souhaite positive. Alors moi je suis enseignant-chercheur à l'université Sorbonne Paris-Nord. J'ai plein de casquettes, je suis anthropologue de formation et je suis docteur en sociologie et maître de conférences en sciences de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je déforme les profs, je les forme, mais surtout je les déforme. Donc les futurs enseignants qui sont amenés après à former aussi notre jeunesse, on est là pour les positionner avec un peu de recul sur ce qu'ils font. Et moi, il est très important pour moi dans ce relationnel aussi avec ces enseignants ou futurs enseignants, d'aborder en fait tous les paramètres du vivant qu'on a tendance finalement à oublier. On focalise sur le français, sur les maths, etc. Mais aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, on ne peut plus se passer d'une éducation aussi à ces compétences à acquérir parce que les citoyens de demain, ils ne vont pas par magie découvrir comment on gère un animal, qu'est-ce que signifie le bien-être. Donc, nous, universitaires, il est de notre responsabilité de former les enseignants à ces thématiques. Donc le chien et l'enfant, une relation naturelle et des bienfaits avérés. Alors vous connaissez pour certains ça par cœur sur le bout des doigts si vous êtes praticien, mais juste rappel avec les enfants, pourquoi ça matche bien enfant-chien, c'est parce qu'il y a des interactions assez simples et assez naturelles qui se nouent entre les enfants et les chiens. Les enfants considèrent leurs chiens comme des amis spéciaux, des compagnons de jeu, ça a été évoqué par Fleur-Marie. Là encore, les recherches le démontrent, il y a eu beaucoup de recherches et il continue à en avoir sur cette relation naturelle à travers le jeu qui fonctionne très très bien. Vivre avec un chien augmente le temps que les enfants passent à jouer dehors, ce qui est associé à plus d'autonomie et de mobilité en fait. Là aussi, les recherches le démontrent. On en parlait avec Jean-Denis Devin, qui est le responsable de la CNEAC, qui œuvre justement à développer toutes ces activités ludiques, d'agility, etc. C'est important au moment où les tablettes, le numérique, etc., finalement positionne souvent l'enfant dans une sorte d'immobilisme, etc. De pouvoir avoir un animal permet aussi de se remettre en mouvement vers l'extérieur. Ça favorise donc l'activité physique et de l'humain, le petit homme, mais aussi du chien. Parce que des chiens obèses, on en voit aussi de plus en plus. Et favoriser cette double activité est extrêmement important. Ça crée des liens émotionnels forts. Alors là aussi, c'est ce que Fleur-Marie a évoqué. Je vous repasse rapidement les effets anxiolytiques du chien sur l'enfant avec baisse du rythme cardiaque, baisse du stress, parce que les taux de cortisol permettent de baisser en présence de chiens avec la caresse qu'on peut avoir. Enfin voilà, sa présence a été démontrée comme un anxiolytique fort. Ça permet de développer des comportements prosociaux et empathiques. Ça, c'est important de le dire aussi. L'empathie, il y a des injonctions aujourd'hui, parfois ministérielles, il faut apprendre l'empathie aux enfants. Ça ne s'apprend pas comme ça de façon théorique. Il faut aussi mettre les actions pédagogiques qui vont avec. Pouvoir favoriser le relationnel avec les animaux favorise justement cette empathie. Mais attention, donc ça a des effets aussi notables sur des enfants, sur des tranches d'âge, on le repère. C'est-à-dire il y a des tranches d'âge qui sont d'autant plus sensibles. Souvent les ados ont un peu
plus de distance avec les animaux. C'est pour ça qu'il est important, dès le plus jeune âge, de favoriser cette proximité avec les chiens et les animaux. Mais attention toutefois, parce que si les interactions sont positives, il ne suffit pas de mettre dans une classe ou auprès d'enfants comme ça un chien sans derrière l'appui justement de professionnels, de connaisseurs, d'éducateurs canins, parce que il arrive également, et là aussi les recherches le démontrent, que des enfants peuvent être maltraitants avec les animaux. Et donc, pour éviter que la présence animale ne conduise à du mal-être animal, il faut derrière qu'il y ait des relationnels entre les familles avec des gens qui sont en capacité d'accueillir ou d'accompagner les familles pour une meilleure éducation de l'enfant et du chien. Rapidement, une focale spécifique autour de la relation éducative. Alors, je ne vais pas parler des chiens d'assistance parce que les collègues vont prendre la main pour expliciter justement les bienfaits de cette présence animalière au quotidien pour les personnes qui en ont besoin. Mais il existe aussi d'autres modalités de la présence du chien pour accompagner l'humain. C'est plutôt des chiens dits de médiation qu'on retrouve notamment à la centrale canine avec les chiens visiteurs qui sont une des spécialités finalement de la CNEAC, et la mise en place de dispositifs canins de médiation également qu'on contribue à accompagner notamment au niveau universitaire. L'objectif généraux de cet accompagnement, c'est apaiser, notamment en contexte scolaire, apaiser le climat scolaire et assister les élèves. C'est éviter les morsures et prévenir les accidents. Là encore, il faut de la sensibilisation, et la centrale canine œuvre à ça à travers des dispositifs, notamment le dispositif dit PASS, qui permet justement d'éduquer les adultes à cette prise en compte accidentogène qui peut subvenir avec un animal. C'est sensibiliser les enfants pour éviter la cruauté envers les animaux. Je le redis, c'est pas anecdotique en fait, il faut savoir l'accompagner et le prévenir. Et c'est répondre aux impératifs réglementaires de l'éducation nationale, parce que peut-être vous le savez, mais aujourd'hui, il y a des obligations réglementaires faites à l'éducation nationale de mieux prendre en compte le bien-être animal. Toutefois, aujourd'hui, il y a des défaillances parce que les enseignants ne sont pas formés, mal formés, et ne savent pas faire, donc ils ne peuvent pas improviser. C'est pour ça, là encore, qu'un organisme comme la centrale canine a un rôle fort à jouer auprès des enseignants. Et ça améliore globalement l'ensemble des apprentissages. Les collègues avec des chiens d'assistance pourront le confirmer. Nous, on accompagne universitairement des programmes très spécifiques autour de la lecture en présence de chiens au sein des bibliothèques universitaires et du réseau des bibliothèques universitaires françaises notamment. Et grâce aussi avec l'appui de la centrale, certaines opérations que nous avons menées ont été récompensées dans le cadre des chiens héros avec Baya, une petite chienne de Guyane, des rues, comme quoi on peut faire de la médiation avec tout type de chien pour peu que ça soit encadré, évidemment. Donc aujourd'hui, les défis, et je finirai là-dessus, ils sont de permettre d'exposer justement ces chiens à la présence des petits d'hommes et inversement, mais il faut aussi sensibiliser et éduquer les adultes pour que les enfants de demain deviennent des passeurs efficients en fait, de cette cohérence dans le bien-être, dans toutes les vertus qu'a le chien. Pour ça, nous, au niveau universitaire, nous mettons en place des formations. En 2026, je mets en place la première licence au niveau national en sciences de l'éducation, sciences de l'éducation et de la formation, parcours cynophilie, donc qui va permettre à travers des modules dédiés, donc en relation avec mon ami Jean-Denis Devin de la CNEAC, on va essayer de permettre aussi à des enseignants qui sont souvent demandeurs mais qui ne savent pas par quel bout prendre les choses, d'avoir une formation dédiée dans des modules de quelques heures, de façon à apprendre aussi ce qu'ils peuvent, comment accompagner mieux les enfants avec ces questions de chiens. Et on va valoriser aussi d'un point de vue patrimonial. J'ai entendu
que tu évoquais ce terme sous l'angle des races. D'un point de vue patrimonial, c'est important aussi d'initier l'ensemble de la population à une sorte de culture cynophilique. Ça se dit ? Cynophilique, ouais. Parce que sans connaissance de cette culture minimale, on ne peut pas progresser non plus voilà, dans les apprentissages, etc. Et donc, par exemple, lors de la semaine du chien, avec une de mes collègues, on a réussi à convaincre le petit-fils d'un vétérinaire qui est décédé depuis très longtemps, mais qui est très connu dans le secteur de la médiation animale, parce que ça a été un des précurseurs en France, qui s'appelle Ange Condoret, le docteur Ange Condoret, qui était vétérinaire. Et on a réussi à convaincre son petit-fils, qui gardait en stock toutes les archives de son grand-père, avec des microfilms, des tas d'archives qui étaient inexploitées, de les intégrer dans nos bibliothèques universitaires de l'USPN. Comme on est sur le même territoire que la centrale avec la médiathèque, j'en ai déjà parlé évidemment à Dorothée, etc., de façon à ce que des chercheurs puissent venir se nourrir aussi de ces précurseurs qui ont su initier ce qui aujourd'hui nous permet d'être réunis pour montrer les bienfaits de la présence du chien auprès des professionnels et du grand public. Je vous remercie. Merci beaucoup Christophe. J'ai en mémoire, puisque chaque année dans les trophées des chiens héros, on récompense des chiens médiateurs, et j'ai en mémoire ces chiens qui permettaient de libérer la parole dans les tribunaux pour des gens qui ont eu des actes très traumatisants à l'école, pour ceux qui ont des difficultés scolaires, où c'était un dalmatien. Il y a plein de chiens comme ça, et il n'y en a sûrement pas assez pour justement gérer cela. Je voulais vous donner quelques éléments clés, quelques chiffres clés sur justement sur cette 3e édition de la Semaine nationale du chien. Donc le chien et l'enfant, les dates 27 septembre au 5 octobre, ça peut être un tout petit peu plus large parfois parce qu'on a incorporé quand même des manifestations qui peuvent avoir lieu 2-3 jours avant ou 2-3 jours après. On n'est pas à une date particulièrement fixe. On a encore une fois, et je les remercie, le patronage du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, qui est autant ministère de tutelle, nos partenaires, l'Ordre national des vétérinaires, et puis cette fois-ci le label Toutou Tourisme. L'objectif, c'est vraiment de promouvoir la responsabilité et la sensibilisation des familles dans l'accueil et dans l'éducation d'un chien. Et j'avais entendu un reportage sur la prévention, sur la pollution, en particulier ces adultes qui jettent par la fenêtre énormément de déchets, en particulier sur l'autoroute quand ils partent en vacances, et qui sensibilisaient les enfants sur les aires d'autoroute, parce que les enfants, en voyant leurs parents, vont leur dire « mais non, il ne faut pas le faire ça ». Et bien finalement, on est dans le même principe pour le chien en disant non, non, ça, faut pas le faire. Le chien, on le garde à la maison. Faire découvrir les nombreuses activités pour petits et grands que l'on peut faire avec son chien, parce qu'on se rend compte que dans les activités que l'on peut faire, que ce soit l'agility, que ce soit l'obérythmie, que ce soit le flyball, que ce soit danse avec ton chien, que ce soit simplement des canimarches, des canicross, etc. Il y a plein d'activités que l'on peut faire et ça renforce le lien de manière très très importante. Je suis vétérinaire comportementaliste et dans une grande partie de mes consultations où ce n'est pas forcément un trouble psychique du chien, c'est-à-dire que j'ai beau avoir un diplôme de psychiatrie, il y a quand même un certain nombre de fois où c'est pas du tout psychiatrique, c'est environnemental. Eh bien, les envoyer dans des clubs où ils vont faire une activité renforce énormément le lien et qu'ils trouvent du coup une confiance l'un dans l'autre, parce que c'est vraiment une confiance réciproque et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et le rôle bénéfique du chien dans la société et de ses compétences exceptionnelles, je pense que c'est pas à vous que je vais l'apprendre. www.semaineduchien.fr, une plateforme dédiée pour trouver tous les événements près de soi. Vous avez une très jolie carte de France, vous dites où vous habitez et hop, vous avez tous les événements qui sont autour de vous. Donc cette carte de géolocalisation, semaineduchien.fr. La 3e édition qui s'annonce très prometteuse, je vous dis, on va dépasser les 200 manifestations. Les familles sont intéressées par ce type d'événement. Près de 8 Français sur 10 se disent intéressés par la Semaine nationale du chien, et en particulier quand il y a des enfants, puisqu'évidemment le thème s'y prête parfaitement, on dépasse les 80%. Et un Français sur 2 se dit prêt à y participer, et ça c'est quelque chose qui nous fait très très plaisir.
À 3 semaines du top départ, plus de 200. On atteindra, je pense, sans problème les 250. D'événements très variés parce qu'on laisse la porte ouverte à tous les acteurs qui veulent participer. Ça peut être des professionnels, ça peut être des particuliers, ça peut être des clubs, ça peut être des associations. C'est pas destiné que à rester centré autour de notre propre activité. Nous, on veut l'ouvrir à ce que vraiment on parle du chien en bien pendant cette semaine. C'est vraiment le but, c'est de contribuer au bien-être animal et au bien-être des gens. Si évidemment on peut leur dire qu'après il existe des chiens de race, moi, ça me fait plaisir quand même, hein, je ne vais pas vous mentir, mais le but c'est vraiment que on touche le grand public et qu'on lui apprenne que l'animal est important. Il y a des ateliers sur l'approche du chien, il y a des portes ouvertes de clubs pour s'initier à l'éducation canine, des ateliers de chiens lecteurs, des compétitions sportives, des marches canines, des rassemblements de chiens de race, des espaces de démonstration, des conférences, des expositions. Il y a des apérodogues, on a des mairies qui organisent des apéritifs devant l'hôtel de ville. Et puis les gens viennent avec leur chien, et puis ça leur permet d'expliquer qu'il faut prendre des sacs à crottes, qu'il faut tenir son chien dans les parcs. Et bien n'empêche que ça fait des animations et qu'on parle du chien et que l'on renforce ce lien dans la société entre l'homme et le chien. Vous avez des exemples, je pense que vous les retrouverez dans votre petit livret. On va quand même parler du musée du chien, parce que c'est le musée du chien, c'est celui qui est à la centrale canine. C'est dans les 3 plus beaux musées au monde sur le chien. Et donc voilà, c'est un musée qui maintenant fait partie des musées parisiens et vous pouvez venir le visiter. Dorothée, notre chef documentaliste, se fera un plaisir de vous le présenter et on a des collections absolument extraordinaires de l'origine de la domestication du chien jusqu'à nos jours. Fleur-Marie, je te laisse encore une fois la parole, cette fois-ci pour nous présenter. Je ne sais plus ce que tu présentes. Ah si, c'est le Loupi justement que tu vas nous présenter et les actions de la centrale autour de cette semaine du chien. Exactement. Donc la maison de Loupi, donc c'est un nouvel outil pédagogique qui est à destination des enfants, des familles et on le verra de l'école aussi. Donc c'est une plateforme tout simplement, un site internet, lamaisondeloupi.fr sur lequel en fait on va retrouver un certain nombre de contenus, donc des vidéos, des jeux divers et variés, des quiz pour les enfants. On va retrouver des podcasts aussi sur les différentes où c'est donc Loupi, le petit chien que vous voyez en bas ici ou en haut là-bas, qui va pouvoir aller découvrir en fait différentes activités en club canin. Donc l'idée c'est que donc c'est à destination des parents et des enfants, mais aussi des enseignants pour pouvoir vraiment construire en fait ce dont parlait Christophe, la partie sensibilisation au bien-être animal, etc. Construire des séances à partir de cet outil-là. Ça se concentre aussi sur le fait d'éviter les accidents, d'avoir une bonne intégration du chien dans le foyer, etc. Forcément, l'idée, ça va être de développer au fur et à mesure ce site internet et de pouvoir y mettre de plus en plus de contenu pour les enfants et pour développer tout ce thème-là. Un grand nombre des participants, enfin des organisateurs d'événements de la Semaine nationale du chien vont aussi s'appuyer dessus. Ah oui, pardon. Je voulais juste, mais voilà, vous avez déjà eu pas mal d'informations sur le musée du chien. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que je t'ai spoilé, je suis désolé. C'est que c'est ouvert. Ça va être ouvert donc en portes ouvertes du lundi au samedi. En fait, pour l'instant, il n'est pas ouvert le samedi, sinon voilà, dans la vie normale. Mais pour la semaine du chien, il sera ouvert le samedi 4 octobre. Donc voilà, c'est important de le préciser. Et les chiens sont les bienvenus, donc c'est sur inscription. Vous avez le lien ici d'inscription, donc l'entrée est gratuite pendant la semaine du chien, et vous avez le lien d'inscription pour pouvoir avoir des jauges de nombre de visiteurs. Donc voilà, donc ça c'est une visite qu'on vous recommande fortement. Et sinon, les équipes de la centrale canine seront mobilisées sur un certain nombre d'événements, principalement
En région parisienne, on va avoir un événement à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, on va avoir la journée de l'animal à Asnières, voilà. Et puis on va avoir aussi la cérémonie qui aura lieu à Suippes auprès du mémorial des chiens héros, qui sera donc le 30 septembre, et où là on a voilà, toute une cérémonie militaire pour rendre hommage aux chiens héros civils et militaires devant le mémorial qui est donc à Suippes dans la Marne. Et je vais passer la parole à Aurore pour nous présenter le label Tout Tourisme et voilà ce nouveau partenaire qu'on a avec la Semaine du Chien. Donc Madame Aurore Marchand, qui est la présidente du label Tout Tourisme. Bonjour à tous. Alors du coup, nous, le label Tout Tourisme, en fait, c'est un label qui est porté en France par plus de 60 offices de tourisme. En fait, là, vous avez la petite carte de nos offices labellisés. En quoi ça consiste? Alors, c'est un label qui est né en 2007 à l'office de tourisme de Troyes. En fait, il est né d'un constat, c'est que les gens qui partaient en vacances avec leurs chiens ne trouvaient pas forcément les bonnes informations ou ne savaient pas où aller. Et donc à Troyes, ils ont décidé de mettre en place le Tout Tourisme. C'est donc des bons conseils qui sont condensés dans un petit guide pratique qu'on va donner dans un pack avec des cadeaux de nos partenaires. Donc ça peut être l'APSA pour les croquettes. On va aussi avoir 30 millions d'amis qui est parrain de l'opération depuis toujours. Et d'autres petits cadeaux, sans oublier les canissacs, puisqu'on se rend compte qu'au niveau de la propreté urbaine, c'est un problème et une responsabilité qu'il faut amener à faire connaître parfois aux propriétaires de chiens, aux utilisateurs, aux résidents comme aux vacanciers. Donc en fait, on donne tout ça dans un petit pack qui est totalement gratuit. Et donc, ils ont commencé à le faire à Troyes. Et puis, on a monté l'association du Club du Tout Tourisme. On est une association loi 1901. Et aujourd'hui, donc, on est plus de 60 sur la France à accueillir donc les gens qui viennent avec leur animal de compagnie. On leur remet donc ce petit pack. J'insiste sur le fait de la notion d'accueillir, parce que souvent, en fait, on tolère le chien, c'est-à-dire que nous, on a par exemple des partenaires qui vont dire oui, ok, ils peuvent venir avec leur chien, et en fait, ça va vraiment juste être une notion de tolérance, c'est-à-dire que le chien va rien pouvoir faire, il va être mal regardé, et nous, c'est vraiment quelque chose contre lequel on se bat, parce qu'on sait qu'il fait partie de notre famille. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que quand les gens arrivent dans notre office, ils soient accueillis. Donc ils ont un petit toutou bar pour pouvoir, enfin le toutou en tout cas, un petit toutou bar pour avoir de l'eau fraîche, ce qui est très agréable en période estivale aussi. Et le guide pratique que chaque office de tourisme en fait va éditer. Donc moi j'ai pris ici celui qui est pour mon office de tourisme, Terre de Gap, parce qu'en fait j'arrive des Hautes-Alpes aujourd'hui pour la conférence. Et donc les gens en fait trouvent auprès de nous toutes les bonnes informations, tout ce qu'ils vont pouvoir faire pendant leur séjour. Et c'était pour nous un grand honneur de pouvoir être associé à la Société Centrale Canine pour cet événement de la Semaine du Chien, puisque c'est une façon aussi de participer dans nos 60 offices labellisés à cette Semaine du Chien. Donc on va avoir des animations qui sont programmées selon les offices, qui vont être des après-midi en médiathèque, qui vont être des sorties de cani-randonnée, qui vont être des après-midi d'apprentissage au bon comportement avec les chiens, entre les enfants et les chiens, entre les familles et les chiens. On va avoir aussi certains offices qui ont fait des petites séances d'ostéopathie qui vont être donc gratuites au cours d'une après-midi, plusieurs jours. On a vraiment beaucoup d'animations qui sont organisées par nos offices. Et je vous invite à en prendre connaissance sur le site de la Semaine nationale du chien, puisqu'ils arrivent petit à petit, parce qu'il nous faut un petit peu de temps aussi pour les mettre en place, mais ça arrive. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc pour vous présenter voilà, le label, nous c'était surtout ce label, en fait il est là grâce à des bénévoles au niveau du club du Tout Tourisme, et en office de tourisme ce sont toujours des passionnés qui portent ce label, puisqu'on a tous des chiens en général, et on sait combien c'est difficile parfois de partir en vacances et de trouver les bonnes informations. Et nous, vraiment, le but de nos destinations labellisées, c'est de tout faire pour qu'on garde un souvenir des vacances sereines et très agréables avec son chien, et qu'on revienne.
Merci beaucoup. Et là, ça rejoint en fait le fait que le chien est vraiment un membre à part de la famille, ce qui a beaucoup évolué depuis une cinquantaine d'années où le chien était plutôt dans la niche, attaché dehors et mangeait les restes de table. Ça fait bien longtemps que c'est plus comme ça. Et c'est vraiment un membre à part entière et on part en vacances avec son chien. Donc tout à fait. Et ça évolue. Je fais beaucoup d'hôtels et j'en fais un certain nombre avec j'ai ma petite chouchoute, ma chienne à moi. J'en ai beaucoup, mais il y en a une qui c'est plus ma chouchoute. Et j'ai enfin eu un hôtel il y a 2 ou 3 mois où il y avait un tapis pour le chien à côté de mon lit. Il y avait une gamelle et il y avait un petit jouet qui était compris dans le prix de la chambre. Donc ça, c'est pas fréquent, mais ça commence à se voir et on voit l'évolution du coup. Ça se fait de plus en plus maintenant. Oui. Chez nos partenaires. Voilà. Et ben, juste à côté du pont du Gard, vous avez vraisemblablement un partenaire, puisque c'était pratiquement sous le pont du Gard qu'il y avait cet hôtel. Et ma chienne était ravie. Enfin, elle n'a jamais mis les pieds sur le coussin, puisqu'elle a dormi au pied du lit et pas sur le coussin qui était un peu plus loin, mais elle a eu un coussin. Ouais. En revanche, la friandise, elle est passée. Ça, c'est pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Je vais maintenant appeler Madame Fanny Galliane, qui est la présidente de la Fondation Frédéric Gailhan, et qui est la première école en France et en Europe qui éduque et offre gratuitement des chiens guides exclusivement destinés à des enfants déficients visuels. Et puis, je vais appeler aussi Madame Bérénice Leroy-Berwata et Opium, qui est juste à côté, un chien guide de la Fondation Frédéric Gailhan. Donc, je crois que c'est d'abord vous qui débutez pour nous présenter l'association. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et tous. Et merci à la centrale canine de nous permettre de vous présenter la Fondation Frédéric Gailhan. Donc, la Fondation Frédéric Gailhan, c'est une école d'entraînement de chiens guides pour des jeunes déficients visuels de 12 à 18 ans. Nous avons également remis des chiens à des enfants atteints du trouble autistique et il nous est également arrivé de remettre des chiens dans des services d'hôpitaux. L'école se trouve à l'Île-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, et nous remettons des chiens en France et en Europe. Donc nous avons des binômes qui circulent en Italie, en Espagne, au Portugal, au Luxembourg et en Belgique. Ce sont nos amis québécois qui ont remis pour la première fois dans le monde, dans les années 90, des chiens à des enfants aveugles, à un moment où le monde du chien guide trouvait ça complètement fou et ils ont mené l'expérience et l'expérimentation qui s'est trouvée être absolument incroyable parce qu'en fait la question de l'autonomie et de la liberté se pose chez les enfants également. Et surtout, j'ai envie de te dire aussi, et donc en 2004, donc Frédéric Gailhan, le fondateur de la fondation, a lancé cette école donc en France, et en Europe. Donc juste quelques chiffres. Donc nous avons remis depuis 2004 200 chiens, tout programme confondu. Nous remettons à peu près en moyenne 14 chiens guides à des enfants déficients visuels par an. Parallèlement à cela, nous avons également fait participer à une recherche avec l'universitaire Anna Rita Gaiano, qui est donc professeure en psychologie du handicap, sur l'apport du chien d'éveil pour le développement cognitif et affectif de l'enfant aveugle. Et cette recherche qui a duré 8 ans. Donc nous avons mis des chiens dans des familles où c'était des bébés aveugles. Et donc au bout de 8 ans, cette recherche a mis en exergue que le chien exerce indiscutablement une influence très importante sur l'ensemble de la famille et surtout conditionne en fait les membres de la famille sur leur comportement vis-à-vis de l'enfant aveugle, ce qui était extrêmement important. Voilà. Et bien évidemment, le chien apporte de ce fait des bénéfices indéniables aux familles sur le plan social, sur l'ouverture aux autres et en médiation avec les enfants. Voilà. Juste un petit point sur... Nous avons donc des journées portes ouvertes et donc c'est pour cela que nous sommes aussi également ici. Donc
Nous faisons partie d'une fédération française de chiens guides, donc avec 11 écoles de chiens guides. Et donc les 27 et 28 septembre, vous pouvez aller librement dans toutes ces écoles rencontrer, parce que nous, évidemment, il y a toujours besoin de cette chaîne de solidarité qui est indispensable donc, aux écoles qui remettent des chiens guides à des enfants comme à des adultes aveugles. Et nous, donc, dans le Vaucluse, c'est pour nous l'occasion de remettre officiellement en fait, les chiens qui ont été remis tout au long de l'année aux 14 enfants et de faire une cérémonie donc, de remise avec donc, les bénévoles, les salariés, les parrains marraines, les donatrices et donateurs et les familles d'accueil. À la Fondation Gaïa, nous sommes convaincus, et de toute façon c'est statutaire chez nous, que nous œuvrons pour l'autonomie et donc la liberté des enfants en situation de handicap, et que l'utilité du chien est un vecteur de lien social. Et cette école est pensée comme un outil pour elles et eux. Et donc, du coup, je passe la parole à Bérénice qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Alors, je crois que Bérénice, donc, vous avez bénéficié justement d'un chien, un guide de cette société. Et justement, ma première question, c'est en quoi ce chien a changé votre vie et quelle est son aide au quotidien? Ce chien guide que j'ai obtenu il y a 5 ans maintenant a littéralement bouleversé ma vie. Il m'a accordé énormément d'autonomie, puisque à 11 ans, 12 ans, quand on entre au collège et qu'on a un handicap, on se rend compte que ce sera plus compliqué dans la scolarité, mais aussi plus compliqué pour tous les trajets qui sont autour de cette scolarité. Simplement, pour se rendre au collège, moi, ce sera plus compliqué puisque je ne vois pas tout ce qui est feu de signalisation, tout ce qui est marche, tout ce qui est passage piéton. Et donc, il faut que je sois accompagnée. Au début, on était accompagné par une association qui essaye de me trouver des stratagèmes. On me propose notamment la canne blanche, que j'ai toujours détestée. Et donc, c'est comme ça qu'on me rapproche de la Fondation Frédéric Gaillan, chez qui on dépose rapidement un dossier composé de plusieurs certificats médicaux. Et après, on est rappelé par cette fondation pour plusieurs stages. Et au bout de 3 stages qui durent 2 jours, 1 semaine, puis 3 semaines, on obtient notre chien. Quand on rentre à la maison avec notre chien qu'on a attendu pendant des années, que ce soit pour moi 3 ans avec la crise sanitaire, ou pour d'autres 1 an et demi, 2 ans, le sentiment que ça nous procure, c'est comme une énorme bouffée d'air frais. Puisque tout ce qu'on n'a pas pu faire auparavant tout seul, c'est envisageable. C'est envisageable d'aller dans son établissement scolaire toute seule, ce qui, en ayant 14 ans, c'est compliqué d'accepter d'avoir une différence et d'accepter d'avoir besoin de beaucoup plus d'accompagnement qu'un autre adolescent de notre âge. C'est une bouffée d'air frais de pouvoir envisager de faire des trajets inconnus, ce qui pour moi était auparavant inconcevable, puisque je devais travailler le trajet avec une instructrice de locomotion pendant 1 mois minimum avant de le faire, pour savoir traverser sans voir les feux, pour repérer tous les petits pièges, les petits obstacles qu'il pouvait y avoir sur les chemins. Donc c'est en cela que, premièrement, le chien guide m'a énormément aidée pour une autonomie qui a grandi énormément et qui continue aujourd'hui de grandir, puisque en ayant 18 ans, on fait des choses qu'on ne faisait pas en ayant 14 ans. Et ce qui est vraiment incroyable avec le chien guide, c'est qu'il s'adapte à nos besoins. Il s'adapte à nos besoins quand on doit simplement aller dans notre établissement scolaire. Et il s'adapte aussi à nos besoins quand on doit voyager à l'étranger, quand on doit faire des expériences qui nous arrivaient pas de faire avant. Donc le chien guide m'a énormément aidé là-dessus. Il m'a aussi aidé niveau confiance en soi, puisque avoir un handicap, c'est un mot lourd, mais c'est un mot qui mérite d'être dit fort, puisque c'est souvent un peu tabou. Mais avoir un handicap quand on est adolescent, ça peut être compliqué d'accepter cette différence, puisque on aura toujours besoin de beaucoup plus d'aide qu'une personne normale. Et donc, le chien guide aide à compenser un peu ce manque. C'est compliqué puisque je dirais pas que mon handicap a été totalement accepté,
parce que je pense que c'est un processus long, très long, et même celui de plusieurs décennies. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sans ce chien, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas, je pense, étudiante dans une fac à Paris, en faisant plusieurs trajets par jour, en prenant différents transports en commun. Une étudiante qui souhaite voyager, qui souhaite étudier à l'étranger. Ouais, ce chien guide, il m'a vraiment aidé d'un point de vue matériel au niveau des trajets et d'un point de vue sentimental au niveau de la confiance en soi. En tout cas, je voulais vous féliciter pour la présentation parce que je pense qu'il y a un grand nombre de personnes valides qui n'auraient pas été capables de faire votre présentation avec autant de sentiments. Donc merci, félicitations à vous. Et j'ai bien compris que maintenant, puisque le chien, ça fait 4 ans qu'il est avec vous, c'est ça ? Oui, il me semble que je l'ai eu en 2020, donc ça fait presque 5 ans. Presque 5 ans et qu'il continue sa vie avec vous. Et donc bientôt, il va vous emmener en boîte de nuit. Donc j'ai bien compris qu'il évolue aussi. Donc il va juste falloir lui apprendre à pas trop boire les mojitos et puis ça va être bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre déplacement. Je vais conclure parce que l'heure tourne et puis que je vois que les plats vont pas tarder à arriver, donc on commence tous, j'imagine, à avoir faim. Je voulais simplement vous parler de ces chiens héros. Ça, ce sont des chiens pour lesquels nous avons contribué à les mettre en avant à travers le trophée des chiens héros. C'est cette manifestation qu'on organise tous les 18 mois à l'Hôtel de Ville de Paris où on remet des trophées à des chiens héros militaires, à des chiens héros du quotidien et à des chiens héros dans l'aide aux personnes. Et donc, il y avait Baya, que Christophe a présenté tout à l'heure. C'était le chien lecteur qui aide les enfants ayant des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Et puis, vous voyez que c'était un chien qui venait de Guyane. Hein, c'est un chien sans papier. On remet des prix aussi aux chiens sans papier. C'est parce que c'est la centrale canine. On aime tous les chiens. Et je le précise. Évidemment, notre cœur bat plus fort quand on peut développer les races de chiens. Mais voilà. Il y avait Nala, qui était une chienne d'assistante auprès de sa jeune maîtresse qui était autiste. Nous avions Chaka, qui était une chienne d'assistance pour une personne qui était atteinte de diabète. C'est-à-dire que le chien est capable de détecter les hypoglycémies. Dès que le chien est en hypoglycémie, le chien va lui donner une tape sur la cuisse. Et si jamais la personne dort, puisque c'est la nuit, eh bien, il y a un bouton d'alarme. Et le chien va presser sur le bouton, ce qui fait une sonnette qui réveille la personne pour lui dire « Là, attention, ton taux de sucre est anormal ». Des chiens d'assistance, il en existe des dizaines. Vous aviez les chiens qui détectaient le Covid, vous avez des chiens qui détectent le cancer de la vessie, vous avez plein de maladies qui ont des odeurs particulières. Et bien, les chiens sont capables de les discriminer. Ça, c'est un cursinou. C'est un chien de race corse. C'est ma pépette. Je vous ai dit, c'est ma chouchoute. Parce que sinon, j'ai des Terre-Neuve. Alors que j'ai une autre histoire où je voulais louer une maison. Et j'ai dit, est-ce que vous acceptez les chiens? Ils m'ont dit, oui, avec plaisir. Qu'est-ce que vous avez comme chien? J'ai 3 Terre-Neuve. Eh ben, j'ai pas pu y aller. Voilà. À retenir, la semaine nationale, ça remonte quand même maintenant, il y a une dizaine d'années, donc je pense que maintenant il y aurait moyen de trouver des lieux où on peut... mais surtout, il ne faut pas dire la race. Il a beaucoup de poils? Non. La semaine nationale du chien du 27 septembre au 5 octobre, le chien et l'enfant. La maison du Lopi, un nouvel outil pédagogique à destination des enfants. Il n'y a rien à payer, hein, il n'y a pas de droit, c'est en libre accès. Le chien omniprésent dans les foyers français et encore plus dans les foyers avec enfants. C'est un membre à part entière de la famille. La relation chien-enfant, des bénéfices largement connus et reconnus par les Français. Donc voilà notre projet pour cette année, centralecanine.fr et la semaine du chien.fr. Donc là, vous aurez toutes les infos. S'il y a des questions, c'est avec plaisir que Fleur-Marie et moi, on pourra y répondre. Et s'il n'y a pas de questions, parce qu'on vous a tous endormis ou vous avez très faim, je ne sais pas, ou au contraire, c'était très clair, ça me va mieux. Alors un petit coucou à ceux qui nous ont suivis en visio et qui vont aussi pouvoir manger leur plat de pâtes ou leur salade à la maison. Et ben nous on aura un bon repas et l'année prochaine et ben je compte sur vous pour être présents avec nous pour pouvoir partager un bon repas parce que je vous dis tout de suite il y aura une il y aura une édition l'année prochaine de la Semaine nationale du chien. J'en ai pas encore le thème mais on y réfléchit.
Pas de questions? Si, Alexandre, j'en ai une en ligne. Si. En ligne, parfait. Je vais me faire le porte-parole de Magali Laguillaumy pour Ouest France qui nous demande « Aujourd'hui encore, il me semble, on peut devenir éducateur canin avec la courte formation de l'ACACED. Quand sera créée une vraie formation complète pour que les éducateurs canins possèdent un bagage bien plus large sur la psychologie de l'animal et puissent vraiment répondre aux soucis d'éducation que rencontrent les propriétaires de chiens ?» C'est une excellente question à laquelle je n'ai aucune réponse. Enfin, si, j'ai une partie de réponse, bien entendu, mais je n'ai pas de réponse qui me satisfasse. Et ce sont des questions que nous avons déjà posées au ministère de l'Agriculture, qui d'ailleurs se penche sur le sujet de plus en plus, au risque de tomber. Ça va être la semaine prochaine, il va tomber d'ailleurs. Parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, pour devenir professionnel du chien, il suffit d'avoir l'ACACED, c'est-à-dire ce certificat, l'anciennement certificat de capacité, qui peut se passer en 48 heures, voire même en ligne. Et vous avez ce diplôme qui vous permet de travailler avec des chiens, que vous soyez handler, c'est-à-dire présentateur professionnel, éducateur canin, spécialiste de la relation homme-chien, spécialiste des chiens d'attaque, spécialiste des chiens météorologues, enfin tout ce que vous voulez. Vous n'avez besoin d'aucune formation officielle complémentaire pour avoir le droit de faire de l'éducation canine. Il existe des titres d'éducateur canin donnés par, passés par les lycées agricoles qui là sont des diplômes officiels, mais en revanche plein d'autres formations non agréées peuvent être faites, et si vous avez la cassette, vous avez le droit de mettre une plaque éducateur canin. Donc effectivement, il y a un gros travail de la part du ministère, et je sais, blague à part, qu'ils sont en train d'y travailler. Nous avions eu une réunion avec le ministère de l'Agriculture et une députée, Madame Corinne Vignon, qui est justement très à cheval sur ce sujet et qui cherche à le faire avancer de manière très importante, et nous y avons pris parti. Donc ça, effectivement, pour les éducateurs canins professionnels, il n'y a pas de formation définie. Dans le cadre de la Société Centrale Canine, parce qu'il faut quand même que je parle de Société Centrale Canine un petit peu, nous avons des clubs d'éducation qui sont des associations, et nous avons une formation interne, en revanche, qui n'est pas destinée à travailler professionnellement. Donc nous avons 3 week-ends de formation, ce qui fait 6 fois 7 heures à peu près de formation. On est d'accord que ça ne peut pas faire tous les comportements, que nous ne sommes pas des spécialistes de comportement. Les moniteurs en éducation de la Société Centrale Canine sont des bénévoles qui sont très souvent largement suffisants pour éduquer Kiki à Mme Michu, parce que quand même, la grande majorité des chiens sont bien dans leur coussinet, et c'est plutôt facile de les éduquer avec des méthodes d'éducation douce. Sur des chiens à problème, de toute façon, il faut des éducateurs spécialisés, et pour là, on manque effectivement d'un cadre réglementaire un peu plus précis. Et ça, on espère que ça viendra dans les années à venir. Ils ont réussi à le faire pour les ostéopathes canins, qui maintenant ont un diplôme officiel, alors qu'avant, c'était tout aussi une jungle. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les éducateurs canins. Et dans les éducateurs canins, comme finalement dans toutes les professions, il y a des gens absolument parfaits, comme il peut y avoir quelques margoulins, mais ça, c'est malheureusement dans toutes les professions, et il ne faut pas jeter l'opprobre non plus sur les éducateurs canins qui sont d'une grande aide à beaucoup de gens. Il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, nous sommes encore là, toute l'équipe de la centrale et moi aussi. Donc on va pouvoir repasser au repas, et je vous remercie pour votre écoute hyper attentive et votre gentillesse. Oui, Christine ? J'aurais juste une question par rapport justement, alors inversement, on a parlé des éducateurs, des professionnels, mais c'est par rapport quand on voit que du côté des refuges, en particulier 8 chiens sur 10, ce sont des chiens dits staff, enfin dits prétendument dangereux, entre guillemets, je dis bien prétendument dangereux, ou des malinois. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire de l'autre côté, justement, pour mettre en garde? Alors, je sais qu'on a beaucoup parlé du permis chien, etc. Mais est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à faire pour sensibiliser un peu plus les gens qui ont, sur ce phénomène de mode, le malinois, chien intelligent, etc., à ne pas mettre entre toutes les mains? Justement, aussi tout un travail en amont. Alors, je ne sais pas si c'est au travers des clubs canins ou au travers de la centrale, de faire passer un message comme quoi, l'adoption n'est pas faite pour tout le monde, déjà pour commencer. Et deuxièmement, un malinois,
il faut avoir quand même, entre guillemets, même s'il n'y a pas un profil type, mais Madame Michu ne va pas être forcément la bonne candidate pour le Malinois en question, pour justement endiguer un peu ce problème, de l'abandon, parce que il y a un peu tout et n'importe quoi. Enfin, c'est un vaste sujet, mais est-ce que là-dessus... C'est un très très vaste sujet, mais qu'il faut absolument, et qui est pour l'instant... Il y a tout à faire. C'est valable dans tous les effets de mode. Dans les années 70, c'était le cocker. On a eu énormément de cockers mordeurs, des cockers roux mordeurs. Et ça, c'était une dérive génétique. Il y a tout à faire. Il faut se rappeler qu'il n'y a que 20% de chiens de race, 25% dans certaines races, 30% dans quelques races, mais sinon on est plus autour de 20%. Donc la centrale canine met tout ce qu'elle peut, mais c'est un coût de communiquer. Malheureusement, tout est un coût. On forme nos éleveurs, on rend attentifs les gens autour de nous, mais on ne touche pas tout le monde. Et encore une fois, la centrale canine ne peut toucher que 20 à 30% des chiens, que ce soit dans les sélections des maladies ou dans les sélections comportementales. D'où l'idée de la Semaine nationale du chien, d'où l'idée de la maison du chien, parce que les méthodes d'éducation, parce que les méthodes d'élevage sont valables quelle que soit la race et quelle que soit l'appartenance à un livre des origines ou pas. Donc on peut aider tout le monde et c'est pour ça qu'on communique, pour que les gens... Nous, on ne vend rien, nous, on ne vend pas de chiens. Donc j'ai un beau rôle parce que j'ai le rôle de communicant. Donc j'ai envie de dire à toute personne qui a envie d'avoir un chien, passez par la centrale canine parce qu'on peut vous donner des idées, des indications. Et après, vous faites votre choix. Mais en tout cas, les manières d'éducation, les manières de sélectionner la santé, ce sont les mêmes qu'ils soient de race ou pas de race. Les maladies génétiques existent chez les chiens non-LOF aussi, sauf qu'on ne les cherche pas. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Nous, on peut agir essentiellement sur les chiens de race parce que c'est plus facile pour nous, parce qu'on a nos éleveurs, on sait lesquels ils sont, on peut leur envoyer des communications, on peut les inciter à faire des choses, mais encore une fois, nous ne sommes pas une autorité de police. Et donc, si quelqu'un veut vendre un chien très compliqué à Madame Michu, 85 ans, 2 hanches en plastique et une prothèse de genou, j'ai pas de solution. Malheureusement, je le sais qu'en pratique personnelle, en comportement, je vois des clients comme ça en tant que vétérinaire. Pas d'ailleurs que des Malinois, il y a plein de races plus compliquées. À partir du moment où ça fait plus de 40 kilos, il y a des moments où physiquement dans la vie on a plus de mal à les avoir, mais en tout cas oui, il y a une grande communication à faire. Elle ne peut pas passer que par la centrale. On essaie de faire le plus qu'on peut. Nos budgets de communication sont importants. On me le reproche parfois parce qu'effectivement depuis 5 ans on communique beaucoup plus, la preuve, la semaine du chien en fait partie, parce que pour moi communiquer autour de la semaine du chien, c'est communiquer autour du chien, et tant qu'on parle du chien, on capte les gens qui potentiellement pourraient en avoir un, et on peut au moins leur dire attention, on prend un animal pour plusieurs années, c'est un animal sensible, on y fait attention, on le soigne jusqu'au bout, on ne l'abandonne pas et on fait attention à son choix. Mais ça, il y a du boulot encore, on est totalement conscient, mais on essaie de mettre notre petite pierre à l'édifice. Les clubs de race. Quand je parle de la centrale canine, quand je parle de la centrale canine, j'inclus nos clubs d'éducation, nos clubs spécialisés, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de chaque race, qui eux aussi ont une voix à porter. Là, l'idée de la semaine du chien, c'est qu'on parle du chien. Beaucoup de nos clubs de race vont parler de leur race. Les clubs d'éducation vont parler de l'éducation. Mais on espère que ça fasse suffisamment de bruit pour que les gens pensent à réfléchir. Merci beaucoup. Bon appétit et merci à tous nos intervenants. On va présenter les représentants. Alors, Madame Hardy-Beauchot, membre du comité de la centrale canine, juge et plutôt spécialisée dans les chiens de chasse. Voilà. Voilà. Et heureuse maman d'une... t'es grand-mère, voilà.
Je vous présente Jean-Denis Devin. C'est notre spécialiste, ils aiment beaucoup dire ça, de tous les sports ludiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas marqués sur le pédigré, en gros. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas de la sélection, c'est pour jouer. C'est l'agility, le flyball, l'obérythmé, danser avec son chien, canicross, canimarche, cyclo-canin, tout ce que vous voulez. Bref, on joue avec son chien, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir une relation extraordinaire avec lui, donc c'est vraiment super. Fleur-Marie, vous l'avez déjà vu. Tout au fond là-bas, il y a Alain Brigel, qui lui est spécialiste du lévrier, puisqu'il est responsable du groupe 10, donc de tout ce qui est lévrier. Il organise, alors c'est aussi le trésorier de la centrale canine. Oui, il est important, c'est pour ça qu'il est là, c'est lui qui paye. Et puis, lui, il organise une énorme manifestation. C'est à Pompadour. C'est un rassemblement de lévriers. Combien tu avais de lévriers l'année dernière ? 500 lévriers, avec non seulement de la beauté, mais aussi toutes les épreuves de travail et de course à l'heure. Donc, c'est une magnifique manifestation et c'est à Pompadour. Voilà. C'est quand ? Bah oui, attendez, il fait ça bien, hein, c'est pas notre trésorier pour rien. Bien entendu, je n'oublie pas Madame Anne-Marie Classe, secrétaire générale de la centrale canine, ancienne présidente du club du Mastif, voilà, et du Bull Mastif, et spécialiste des chiens du premier groupe, du deuxième groupe, donc tous les gros chiens, voilà. Tous les gros nounours. Je tiens à remercier évidemment notre agence de communication avec Arnaud et Anaïs et toutes leurs équipes pour l'organisation et pour nous avoir trouvé ce lieu qui a l'air très très bien. Bon appétit!